Monsieur Modric-Amen, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Parti populaire, parti politique belge, et Riposte Laïque aurait voulu vous interroger suite aux événements terroristes récents en Belgique, et notamment parce que le public français ne connaît pas le quartier de Molenbeek, dont tout le monde parle aujourd'hui dans les médias. Ce quartier, Molenbeek, semble être devenu l'épicentre du terrorisme musulman européen. Qu'était Molenbeek dans le passé, il y a 40 ans par exemple, et qu'est devenu Molenbeek aujourd'hui? Comment pouvez-vous présenter ce quartier et évoquer sa transformation? Alors je vous confirme, effectivement, Molenbeek est certainement un des épicentres du terrorisme islamiste, véritable infection. Pour situer Molenbeek, c'était un quartier populaire de Bruxelles, ou Bruxelles-Bruxelais pour un peu évoquer Jacques Brel, donc populaire, bon enfant, travailleur, industriel, et puis qui s'est petit à petit désindustrialisé, qui a vu l'arrivée aussi des années 60 d'immigrants, essentiellement du Maghreb, marocains, turcs, musulmans pour la plupart, qui sont petit à petit devenus majoritaires. Alors au début, cette cohabitation s'est bien passée, les Belges étaient particulièrement accueillants. Première génération n'a pas posé de problème, elle ne revendiquait pas, elle avait un islam extrêmement apaisé, venant du Maroc. Et puis le problème est venu avec d'une part la montée en puissance de la population islamique, puisqu'elle est devenue maintenant largement majoritaire, et puis avec la deuxième et troisième génération, plus les nouveaux immigrants, la montée en puissance des revendications religieuses qui donnent le cocktail détonnant que l'on connaît aujourd'hui. Quel pourcentage de population musulmane estimez-vous Molenbeek aujourd'hui? Oh, c'est certainement une des principales concentrations. Je pense qu'aujourd'hui on a largement dépassé les 50%. Plus de 50%. Plus de 50%. Sachant que Bruxelles aujourd'hui a une concentration musulmane à peu près un tiers, et que d'après les études démographiques de nos universités, Bruxelles, capitale de l'Europe, capitale de la Belgique, devrait avoir une majorité musulmane d'ici 15 à 20 ans, selon les études démographiques actuelles. D'accord. Molenbeek est un quartier de Bruxelles. Oui, c'est un des quartiers populaires, oui. Est-ce la seule partie de Bruxelles qui est concernée par ce problème, et pourquoi Molenbeek spécifiquement? D'abord, il y a certainement d'autres quartiers qui sont concernés et qui sont frappés par le même phénomène. Je pense à Anderlecht, je pense à Schaerbeek, je pense à Laken, je pense à une partie de Bruxelles même. Mais je crois qu'à Molenbeek, au-delà de la concentration, la commune a rencontré un terreau particulièrement fertile, puisqu'il y a eu depuis 20 ou 25 ans un bourgmestre de gauche, M. Moureau, marxiste, et qui s'est révélé particulièrement complaisant envers ou face à la montée de l'islamisme, et qui s'est même appuyé sur celle-ci pour se maintenir au pouvoir. Il était clairement l'homme des mosquées, pas uniquement des mosquées salafistes ou extrémistes, mais en tout cas l'homme des mosquées. Il s'est appuyé sur elle pour consolider son pouvoir, clairement. Donc on peut considérer qu'à Molenbeek, l'évolution du quartier n'a pas été une évolution fortuite, elle a été accompagnée par les gens au pouvoir, sur place, et donc vous nommez, en l'occurrence M. Moureau. Oui, et vous savez, plus généralement, vous savez, M. Moureau avait un lieutenant qui avait fait un livre récemment, qui faisait des déclarations très très fortes, et il a dit fondamentalement, un des ponts du PS, et il a indiqué que sans l'apport musulman et ethnique étranger, le Parti socialiste belge se serait écroulé à Bruxelles, il serait inexistant, parce que les ouvriers étaient partis, n'existaient plus en ville, et ils se sont clairement appuyés sur cette espèce de prolétariat de substitution, qui était l'immigration musulmane, pour asseoir le pouvoir ou tenter de le maintenir dans une commune. Oui. Donc on se trouve face à une vraie politique concertée, c'est-à-dire de remplacement d'électorat. L'électorat populaire ayant apparemment disparu ou ne votant plus socialiste, il semblerait qu'il y ait une politique concertée, d'alliance, avec le... Oui, je pense que, même si c'est peut-être moins élaboré, on sait qu'en France, vous avez des think tanks proches du PS, Terra Nova, effectivement, qui a théorisé cette stratégie. Le prolétariat disparaît, donc on fait appel à l'électorat de substitution. Voilà, donc ça va au-delà du remplacement de population, c'est vraiment la cibler. Je pense que sans que ce soit peut-être une stratégie, penser en think tank,
il y a eu en tout cas cette vision, cette tactique appliquée sur le terrain à Bruxelles, clairement. D'accord. Et au-delà de Molenbeek et de Bruxelles proprement dit, est-ce que ce type d'évolution de quartier ou de zone est présent à d'autres endroits en Belgique? Je pense que la Belgique est de manière générale touchée, mais certaines villes le sont plus que d'autres. Bruxelles est évidemment un exemple, mais les grandes villes wallonnes ou flamandes sont aussi touchées. Et puis il y a des villes comme par exemple Verviers, qui est une ville à l'est du pays, pratiquement à la frontière allemande, qui était une des villes les plus riches de Wallonie, qui s'est désindustrialisée et qui aujourd'hui a été prise d'assaut par une immigration incroyable. Je pense qu'il y a aujourd'hui 120 nationalités à peu près à Verviers. Et d'après les études, 80-90% des enfants dans les écoles sont musulmans. Ça veut dire qu'en une génération, Verviers sera passé d'une petite ville au cœur de l'Europe, industrielle ou en voie de désindustrialisation, à une ville peuplée de gens issus du tiers-monde, en une ou deux générations. Donc un phénomène absolument remarquable. Verviers est un exemple, mais il y a d'autres villes qui sont frappées, Charleroi, Liège, la Louvière aussi, qu'on connaisse une très forte concentration immigrée. Lorsque j'évoque Verviers, eh bien, on s'appuie sur une lettre de l'association musulmane de Verviers qui ont indiqué voilà, il y a autant de mosquées à Verviers, presque une quinzaine, autant officielles, autant aux petites villes, hein, autant inofficielles, et dans l'enseignement de la ville, 80-90% des élèves sont musulmans. Alors, parlons d'enseignement justement. En France, l'État est neutre. En Belgique, la situation est différente. Il y a des religions qui sont reconnues par l'État. En Belgique, l'islam a le statut de religion reconnue depuis 1974. Les organisations musulmanes reçoivent donc des subventions, donc de l'argent public issu des impôts, et un enseignement islamique est délivré par l'école publique. Je ne me trompe pas. Selon vous, l'impact de ce type de mesure est-il positif ou négatif pour le pays? Cela vous protège-t-il? Et si oui, dans quelle mesure cela protège-t-il le pays? Et est-ce un facteur d'assimilation à la société belge? Oui, la question est très vaste. Je dirais que le fait que les mosquées soient financées pourrait être un avantage si ce qui est enseigné était contrôlé, mais ce n'est pas le cas. Il y a bien un contrôle financier assez sommaire, mais ça s'arrête là. Donc le problème est vaste, celui des mosquées. Donc l'argent public arrive dans les caisses des mosquées, et là est utilisé... Il y a un vague contrôle comptable, mais pour le reste, enfin, cet argent sert surtout à payer les imams. On ne contrôle pas ce que les imams disent, et surtout, on ne leur impose pas un cursus, entre guillemets, des lumières. C'est ça qui fait défaut. Mais il y a un phénomène plus vaste encore. Vous savez, c'est que le fait que nombre de mosquées, qu'elles soient officielles ou non officielles d'ailleurs, sont financées en partie par les fidèles ici, mais surtout par l'étranger. L'Arabie Saoudite. On sait que la principale mosquée, la grande mosquée de Bruxelles, a été concédée par le roi Baudouin, feu le roi Baudouin, dans les années 60 à l'Arabie Saoudite. Et donc, ce sont les Wahhabites qui tiennent la principale mosquée officielle de Bruxelles, la mosquée du cinquantenaire. Et cela ne pose de problème à personne ici? Ça commence à en poser parce que les langues se délient, mais pendant 40 ans, ils ont eu le temps de polluer une partie de la population musulmane par l'idéologie grégoriste, parce qu'il faut bien se rendre compte que l'idéologie musulmane, telle qu'elle vient du Maroc, avait plutôt une tradition de modération, rien à voir avec le salafisme ou le wahhabisme. L'islam marocain était historiquement, en grande partie, il est toujours plutôt ouvert. Mais on voit que malheureusement, ce sont des courants donc salafistes ou wahhabistes qui viennent plutôt d'Arabie Saoudite, des pays du Golfe et autres, et avec l'argent qui va avec, qui sont venus influencer. Je ne dis pas qu'il n'y a que ça, parce qu'on sait que les gens se radicalisent en quelques semaines sur Internet, hein, ils n'ont pas besoin de mosquées pour se radicaliser, soyons clairs. Mais il y a aussi ce phénomène, et on a fait clairement les mauvais choix. On commence à entendre des voix pour remettre en cause tout cela. Il y a des personnes politiques en Belgique qui aujourd'hui commencent à élever la voix en expliquant que l'influence de certains pays du Golfe est plutôt délétère. D'abord chez nous, bien sûr, mais aussi on le voit dans les partis traditionnels, même au sein du PS, même des musulmans au sein du PS, qui
disent que c'est une erreur historique, hein, c'est d'avoir laissé ça entre les mains d'étrangers. Donc nous disons que, vous savez, je crois qu'il n'y a pas une mesure à prendre, il y a des mesures globales à prendre. Alors, d'abord, il y a une série de musulmans qui sont chez nous, c'est un fait. Alors, il y a peut-être une partie des gens qui ne devraient pas être là, hein, donc clair. Maintenant, par rapport à ceux qui sont là, quelles sont pour nous les solutions? D'abord, écarter immédiatement les pommes pourries. C'est la première des choses. C'est-à-dire que tous ceux qui prônent un islam radical, les imams et autres, contraires à nos valeurs, qui veulent instaurer la charia, contraire à nos valeurs démocratiques les plus fondamentales, eh bien, ils doivent partir. C'est la première des choses. Je parle ici d'idéologie. Deux, on peut imaginer d'avoir un islam reconnu, puisque d'autres religions le sont, mais cette reconnaissance, pour nous, doit faire l'objet d'un contrôle, prêche en français, respect des valeurs strictes, ou alors on les ferme. Mais éventuellement aussi examiner les doctrines, parce que reconnaître, c'est accepter. Et à partir de là, quand on accepte une religion, on accepte une doctrine. Si on s'axe un petit peu sur ce qui est enseigné, on peut dire qu'on peut accepter l'islam en tant que religion privée, avec quelques, si vous voulez, quelques pratiques internes, la prière, la dîme, ce genre de choses, tout en refusant tout rôle dans la société, notamment au niveau de la charia, c'est-à-dire refuser complètement le corpus légal en disant que ça peut être de l'ordre de la croyance, hein, la croyance en une série de valeurs, en un Dieu transcendant, le pèlerinage si on veut, la dîme, comme je le disais, mais refuser néanmoins totalement le corpus légal ou législatif en tout cas, qui remet en cause l'égalité homme-femme, qui remet en cause la paix civile quelque part. Mais ça va être un chantier énorme parce que c'est la seule religion sur laquelle il y aurait un contrôle doctrinaire. Écoutez... Alors, en tout cas, c'est un scoop parce que vous êtes le premier parti en Europe qui propose, enfin qui a ce type de réflexion par rapport aux enseignements islamiques. Nous avons ce type de réflexion en disant, voilà, jusque-là on peut aller, hein, dans cette pratique privée, mais pas au-delà. C'est-à-dire, en tout cas, et vous savez, je ne crois pas que c'est un parti de dire ce que nous voulons. Nous pouvons en tout cas dire ce que nous ne voulons pas. Mon approche, elle est multiple. Donc, je disais d'abord expulser tous ceux qui n'ont rien à faire ici en termes doctrinal, tous ceux qui en doctrinent aussi, interdire, couper Internet de tous les sites djihadistes. Il faudrait une cellule qui rend impossible sur le territoire l'accès à une série de sites, à une cellule réactive. Il y en a beaucoup, mais à nous d'avoir une cellule extrêmement réactive pour faire cela. Idem pour évidemment tout ce qui est satellitaire, mais je crois que ça a moins d'impact que Internet aujourd'hui, mais enfin, ça en a aussi télévisions qui peuvent être extrêmement dangereuses. Je pense à celle du Hezbollah ou ce genre de doctrine, d'une part. Deuxièmement, oui, pour un subventionnement, mais moyennant un strict contrôle, avec des imams formés ici, qui prêchent, le cas échéant, en français, formés à un islam justement rénové, où on oblige à la rénovation. Oui, mais très souvent, les imams arrivent de l'étranger, ils sont contrôlés, voire payés par les États étrangers. Par exemple, avec la Turquie, les imams turcs, envoyés en Belgique, sont employés du gouvernement turc et sont formés par les Turcs. C'est quelque chose que nous dénonçons, que nous trouvons tout à fait anormal, effectivement. Et donc, quant à nous, un imam payé par un pays... Un État étranger, oui, c'est la majorité. Comment dire, ne devrait pas pouvoir s'exprimer, d'une part. Et d'autre part, il y a aussi, plus que les imams, il y a aussi le financement des mosquées, la construction, l'extension, où là aussi, il faut contrôler et avoir le courage de dire, par exemple, que les frères musulmans sont déclarés organisations terroristes en Angleterre ou encore en Égypte, et qu'il y a des raisons pour ça. On ne peut pas à la fois se rendre compte que certains pays plus lucides que les autres ont décidé de lutter contre ces confréries néfastes, et de l'autre côté tendre les bras à un Tariq Ramadan. On voit aujourd'hui la collusion qui existe entre certains mouvements de gauche et justement l'islam ou l'islamisme qui ne veulent pas s'aliéner parce qu'ils en ont besoin pour maintenir leur clientélisme électoral et leur pouvoir. Donc la gauche, la partie de la gauche, c'est clairement salir les mains en s'alliant avec l'islamisme. Alors, un sujet qui me tient beaucoup à cœur et qui est très préoccupant en Europe, c'est la liberté d'expression. Et l'évolution surtout de cette liberté d'expression, évolution qui va manifestement, on voit beaucoup en Angleterre et principalement en France, où il y a des séries, enfin en Angleterre les gens vont en prison, en France les gens subissent des procès.
Que pouvez-vous nous dire de cette évolution en Belgique? Je sais que la liberté d'expression est très protégée en Belgique, c'est un principe constitutionnel, c'est ça? Oui. Mais que peut-on dire? Voit-on des dérives comme on est en train de voir en Angleterre, c'est-à-dire des persécutions policières, ou comme en France, des persécutions juridiques à répétition pour les gens qui osent parler et dénoncer, en tout cas exprimer une idée qui n'est pas en phase avec la doxa obligatoire? Alors, on a subi la même évolution si vous voulez, pour cadenasser la parole. Ça a commencé avec l'antisémitisme, hein, bon, certainement, et puis l'antiracisme. L'antiracisme et puis tout ce qui était dit. Le Parti populaire était taxé d'antisémitisme et de racisme. Non, heureusement pas. Ce serait, je dis, il y a parfois des tentatives, dès que vous nommez un chat, je disais tout à l'heure, l'extrême gauche qui parfois à l'extrémisme, etc. Ça, on l'entend. Je crois qu'on peut difficilement nous taxer de racisme ou d'antisémitisme. On vous a jeté extrême droite à la figure récemment. Oui, mais vous savez, tout comme on jette extrême droite à la NVA, qui est au pouvoir régulièrement parce qu'elle dit simplement, elle nomme simplement les choses. Mais bon, les analyses politiques indiquent clairement qu'on peut dire qu'on est un parti de droite, de rupture, populiste, etc. Mais l'extrême droite, ça veut dire le rejet des principes démocratiques et autres. Il suffit de voir notre comportement et notre programme pour se rendre compte que ça ne tient évidemment absolument pas à la route. Il y a une autocensure des gens, on le sent, mais comme l'État belge est relativement faible aujourd'hui, finalement le nombre de poursuites sont relativement limités. Je pense que les parquets ont d'autres chats à fouetter. Alors certes, il y a des organisations telles que le Centre pour l'égalité des chances qui a été rebaptisé UNIA et autres, hein, où ils ont des dizaines de personnes qui scrutent effectivement et qui parfois, comme ils nous disent, s'auto-saisissent, hein, dans le pire langage orwellien de dossiers avant de les analyser peut-être. En France, on a ça aussi, s'auto-saisissent avant, quel terme extraordinaire, avant de les, comment dire, lancer des procédures. La première chose qu'un parti comme le mien fait, parti de rupture par rapport au parti traditionnel, c'est de nommer les choses, dire les choses. Parce que si vous ne les nommez pas, vous ne pouvez pas trouver de solution. Si d'abord vous n'identifiez pas le problème, vous ne pouvez pas trouver de solution associée. Ça, c'est une évidence, c'est ce qu'on voit dans beaucoup de sociétés occidentales. C'est pour ça que les privations de liberté d'expression sont aussi importantes. C'est que certaines analyses sont interdites, manifestement. Oui, donc en tout cas, nous sommes intraitables là-dessus. Nous nous battons pour dire les choses telles qu'elles sont, sans provocation, sans incitation à la haine, avec parfois la mesure qu'il faut, mais en nommant les choses. Est-ce que vous considérez que la place que votre discours a dans les médias est, je dirais, respectueuse de votre poids politique ou respectueuse du principe démocratique, ou que vous seriez, effectivement, que vous subiriez une sorte d'ostracisme au niveau médiatique? Il est total. On l'a fait d'ailleurs objectiver, cet ostracisme. On a fait des études par des instituts de médiamétrie. Et donc, vous devez savoir qu'aux dernières élections, nous avons eu à peu près le même résultat que deux autres partis, les communistes, le PTB, et puis un parti francophone qui s'appelle Défi, spécialisé. Et donc, on a le même nombre de voix. Eh bien, les communistes, donc avec le même nombre de voix, le même résultat électoral, ont en moyenne 10 fois plus de passages télévisés sur RTL ou la RTB, et Défi a 30 fois plus d'audience. Vous êtes contraint à l'utilisation des médias alternatifs, finalement. Oui, mais on le fait alors on est à 5-6%, et je pense qu'on serait au triple avec si les médias, ou au quadruple si les médias jouaient le jeu. Et je dis, et il y a une espèce de collusion totale entre une certaine caste, si vous voulez, de quelques dizaines ou quelques centaines de journalistes politiques et les partis traditionnels pour, en tout cas, écarter les idées qui ne leur plaisent pas. Ils ont par contre parfaitement intégré l'extrême gauche. Quel est votre sentiment sur l'avenir du pays et ce qu'il faudrait vraiment faire? Quelles sont les orientations générales qu'il faudrait prendre, pas les détails, mais les orientations générales qu'il faudrait prendre pour aller vers quelque chose, vers une amélioration? Parce qu'on sent bien que ça n'a pas l'air d'être le cas. Alors, l'avenir de l'Europe, à court et moyen terme, à mon avis, est très sombre. L'écroulement de l'Europe. Il y a beaucoup de raisons à cela. Et avec des risques que je viendrai aux causes
avec des risques, à mon avis, d'abord de multiplication d'actes terroristes qui ont un effet disruptif et catastrophique. On le voit avec l'aéroport, qui n'est toujours pas ouvert normalement, des files encore ce matin catastrophiques. Et puis un état de psychose dans la société où dès qu'on entend un pétard qui saute... À terme, à mon avis, des risques de guerre civile. Je rejoins mon ami Yvan Rioufol, éditorialiste du Figaro, qui vient de sortir un ouvrage sur la guerre civile qui vient, malheureusement. Donc, mais les causes, si vous voulez, sont multiples. La première, parce qu'il y a bien sûr la classe dirigeante, il y a bien sûr l'intelligentsia, le relativisme moral, qui s'est instauré depuis des dizaines d'années où tout se vaut. Je crois que les élites intellectuelles portent un prix lourd, mais les populations aussi sont responsables. Je crois qu'il ne faut pas... À quel titre? Par leur cécité, par leur laisser-faire, par le fait d'avoir accepté tout cela, de n'avoir pas réagi, s'être laissé bercer par naïveté et autres. Je crois qu'il y a aussi, il faut s'en rendre compte, parmi la population, un fait d'affaiblissement moral, où les gens ne sont plus prêts à se battre pour une trop grande partie des gens. D'un autre côté, jusqu'à aujourd'hui, on nous expliquait qu'il n'y a pas d'ennemis. Oui, mais bon, c'était tellement évident ce qui est en train de se passer, en tout cas pour ceux qui voulaient bien ouvrir les yeux. Il y a une forme de je m'en foutisme, on se concentre sur son petit sort à soi, ses vacances, son salaire, sa famille et autres, sans se préoccuper, si vous voulez, du collectif. Donc il y a aussi une part de responsabilité auprès des citoyens. Donc je pense que toute solution, d'abord, pour moi, elle passe par un réarmement moral. Si les gens ne se mettent pas debout et décident que maintenant il faut faire quelque chose pour eux, pour leurs enfants, leurs petits-enfants, qui ne terminent pas comme une minorité de dhimmis dans leur propre pays, il est temps qu'ils se mettent debout. À côté de ça, c'est vraiment une prise de conscience à laquelle il faut appeler, parce que, alors, il y a en partie, mais c'est une minorité qui a pris conscience. La grande majorité croit encore que malheureusement, les événements, le terrorisme, etc., c'est un nuage sombre qui passe au ciel postmoderne. Non, l'histoire est nouveau en marche. L'histoire est faite de violence. Et les gens autour de nous, dans le monde arabo-musulman, une partie des gens, ne veulent pas que du bien, au contraire. Et donc, si on n'a pas une prise de conscience rapide de tout cela, nous ne pourrons pas faire face. Mais l'outil de la prise de conscience, c'est la capacité de pouvoir parler aux gens et leur expliquer les choses, parce que jusqu'à présent, en tout cas, on a le sentiment que la pensée dominante incarnée par la classe politique au pouvoir, assistée des médias, nous projette ce qu'on appelle un storytelling, c'est-à-dire nous raconte une histoire d'une société dans laquelle nous n'avons pas d'ennemis, à part un terroriste dont on ne sait pas très bien d'où il vient, on ne sait pas très bien qui il est. Aujourd'hui, on nous projette Daesh, mais Daesh, c'est bien gentil, mais la majorité des gens, je veux dire, comme je disais tout à l'heure, la Belgique est devenue productrice de djihadistes, comme la France, comme tous les pays européens. C'est pas l'État islamique qui les a formés chez nous. Ils ont été formés chez nous. Ils ont été, je dirais, inoculés à un moment donné avec des éléments qui ont fait que ces gens sont prêts à devenir maintenant des tueurs, à assassiner des gens, y compris leurs anciens concitoyens. Tout à fait, oui. Mais vous savez, je crois qu'on disait qu'il y a bien sûr une responsabilité de la classe intellectuelle et des médias qui est écrasante. Et on l'a vu encore après les événements ici de Bruxelles, le pas d'amalgame, la minimisation, l'explication sociologique a pris le pas dans la plupart des médias. Pas tous les médias, je dois dire, il y a une presse populaire, c'est intéressant chez nous, qui est en train de se réveiller. La presse qui est en contact avec l'aspiration populaire des gens, je pense à la Sud Presse ou encore l'ADH par exemple, font un vrai effort de compréhension et mettent de moins en moins de gants pour parler de... Donc selon vous, il y a un début de prise de conscience des médias. Oui. Et d'ailleurs, je vois un schisme entre une partie de la presse, entre d'une part une petite coterie bien pensante, bruxelloise, ou bobo, et puis une presse plus populaire, plus régionale, plus en phase avec les réalités des gens ordinaires. Mais j'ai envie de dire aussi, on a un grand correctif. Ce sont tous les médias alternatifs. Alors, tous ne sont pas de grande qualité, mais il y en a qui font un vrai travail de réinformation. Et heureusement qu'on a aujourd'hui Twitter et surtout Facebook qui permet de toucher le plus grand nombre et d'apporter directement
la parole de la, entre guillemets, dissidence ou des gens qui sont en rupture auprès des citoyens. Regardez nous-mêmes. Vous situez le Parti populaire dans une sorte de dissidence, hein? Oui, de rupture certainement, anti-système. Je crois que nous faisons partie des partis qui se veulent patriotes, qui tiennent avant tout compte des intérêts de leur population. Et il y a, ça va depuis un Poutine en Russie, un Orban en Hongrie. Clairement, nous inscrivons, nous, au Parti populaire dans ce courant. On continue avec un Farage en Grande-Bretagne qui sont nos alliés. Et on va vers un Donald Trump, comme vous savez, j'ai soutenu aux États-Unis, qui est cette révolte, si vous voulez, des gens anti-establishment qui disent maintenant ça suffit. Ça suffit, et on commence tous par nommer les choses par leur nom. Et ce qui provoque déjà l'effroi et la colère et la révolte des médias traditionnels. Pour vous, la vérité est une révolution aujourd'hui. Ah, bien sûr, c'est Orwell qui le disait, hein, dans un monde totalitaire, on n'est pas encore, vous savez, l'Europe, c'est pas encore les camps, hein, soyons clairs, mais on sent cette pression, etc., qui est en train de se développer. Et je crois que dans cette pesanteur qu'on essaie de nous imposer, effectivement, dire les choses est le premier acte de rupture. Et puis, bien sûr, ce n'est pas seulement le dire, il faut aussi élaborer des politiques et nous le faisons. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir et peut-être à bientôt. À bientôt.